Alors, en tout premier lieu, j'imagine qu'il convient de donner la parole à Madame Véronique Tellier-Quérol, qui a beaucoup attendu et qui désormais va pouvoir nous parler des causes d'irresponsabilité pénale. Merci. Oui, faut-il rethéoriser les causes d'irresponsabilité pénale ? Le législateur regroupe les causes d'irresponsabilité pénale dans le chapitre 2 du titre 2 du livre 1er du Code pénal intitulé « Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité ». Dans le Code pénal de 1810, la formule utilisée pour les causes d'irresponsabilité débutait par « il n'y a ni crime ni délit » lorsque on connaît les imperfections de cette formule qui ont été maintes fois dénoncées. Dans le projet de Code pénal présenté en 1978, les textes en question débutaient par la formule « n'est pas punissable ». Donc, en fait, ce n'est qu'au cours des débats parlementaires de 1992 que la formule actuelle « n'est pas pénalement responsable » a été choisie pour indiquer, croyait-on plus clairement, qu'une personne pénalement irresponsable ne devait faire l'objet ni d'une peine, ni d'une déclaration de culpabilité. C'est dire que l'adjectif « responsable » a surtout été choisi pour son aspect synthétique. On remarque d'ailleurs que les mots « responsabilité » et « responsable » ne sont apparus pour la première fois que dans le Code de 1992. Alors, le mot « responsable » figurait bien dans l'intitulé du livre 2 de la première partie du Code pénal de 1810, des personnes punissables, excusables ou responsables, mais il désignait uniquement les civilement responsables, en visant spécialement les aubergistes pour leurs clients et en renvoyant pour les autres cas au Code civil. Alors que trouve-t-on aujourd'hui dans l'actuel chapitre 2 ? On y découvre pêle-mêle les troubles psychiques ou neuropsychiques, la contrainte, l'erreur de droit, l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense, l'état de nécessité et le mineur privé de discernement. Cette présentation légale minimaliste contraste avec la richesse des présentations doctrinales. Alors, très simplement, traditionnellement, la doctrine sépare et oppose les causes objectives et les causes subjectives d'irresponsabilité. Les causes objectives, elles sont appelées également faits justificatifs. Elles regroupent l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense et l'état de nécessité. Ces causes objectives se présentent comme des faits extérieurs à l'agent. On dit qu'elles opèrent in rem, elles bénéficient à tous les participants à l'infraction justifiée. Et en outre, ces causes objectives apparaissent également comme des causes d'irresponsabilité civile. A l'inverse, les causes subjectives d'irresponsabilité, alors elles sont appelées causes de non-imputabilité, elles empêchent l'imputation de l'infraction à l'agent. Ces causes subjectives ne font pas disparaître le caractère illicite de l'acte, mais empêchent qu'on la reproche à son auteur, ce dernier ne disposant pas soit d'une capacité de compréhension suffisante, soit d'une liberté satisfaisante. Alors on y range traditionnellement le trouble psychique ou neuropsychique ayant totalement aboli le discernement, l'erreur de droit, la contrainte et la minorité dans l'hypothèse où le mineur est privé de discernement. Personnel à l'agent, ces causes subjectives ne bénéficient pas aux complices et ne jouant que sur l'imputabilité, mais j'ose plus dire le mot, et non sur la faute, la responsabilité civile de l'agent reste entière. Alors cette présentation a néanmoins un certain nombre de limites qui permettent d'envisager une éventuelle rethéorisation. Alors, il s'agit donc de présenter dans un premier temps ces limites pour proposer dans un second temps des éléments de réflexion pour une rethéorisation. Les limites de la distinction cause objective, cause subjective. Ces limites, elles tiennent à la fois à une présentation théorique incomplète et à une présentation des conséquences pratiques qui ne correspond pas nécessairement à la jurisprudence. Tout d'abord, une présentation théorique incomplète. Alors, il faut reconnaître que la distinction cause subjective, cause objective, elle est principalement pédagogique et elle comporte deux inconvénients. Elle ne rend pas compte de la diversité des causes d'irresponsabilité et elle est entendue différemment selon les auteurs. Alors, en premier lieu, la classification, parce qu'elle est tirée du chapitre 2 du titre 2 du livre 1er du Code pénal, elle oublie un certain nombre de causes d'irresponsabilité légale et également certaines causes jurisprudentielles.
S'agissant des causes légales, certaines sont extérieures au chapitre 2. Il existe un certain nombre de causes d'irresponsabilité qui sont disséminées dans le code pénal et hors du code pénal. Dans le code pénal, tout d'abord, certains comportements ne sont sanctionnés, par exemple, qu'en l'absence de motifs légitimes, ainsi du manquement à l'assiduité scolaire, de la dissimulation de visage lors de manifestations. Dans le code et hors du code, ensuite, on trouve un certain nombre d'immunités, lesquelles ne sont pas d'ailleurs toutes des causes d'irresponsabilité. Il existe enfin hors du code des causes d'irresponsabilité pénale. Ainsi, la loi du 29 juillet 1881 prévoit la possibilité d'invoquer la vérité des faits diffamatoires. S'agissant des causes jurisprudentielles, elles sont également parfois oubliées au sein de la distinction. La jurisprudence s'avère parfois source d'irresponsabilité, et ce de deux manières: soit elle crée des causes d'irresponsabilité, soit elle est elle-même une cause d'impunité. Alors, soit elle en crée, les exemples sont connus, ainsi de l'état de nécessité avant qu'il ne soit consacré dans le Code pénal de 1992, ainsi également depuis l'arrêt Rosenblum de 1985 du fait justificatif de groupe de société, qui permet d'écarter la nature délictuelle de faits constitutifs d'abus de biens sociaux dès lors qu'ils sont commis entre deux sociétés d'un même groupe, ainsi du vol de documents strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense, ainsi encore de la bonne foi en matière de diffamation. Mais la jurisprudence, elle peut elle-même être considérée comme une cause d'irresponsabilité, et on pense ici à la non-rétroactivité du revirement de jurisprudence in mallam partem. En second lieu, on pourrait dire qu'il y a autant de théories que d'auteurs. Les causes d'irresponsabilité pénale diffèrent en fonction, selon les auteurs. Alors, certains proposent un contenu large, d'autres un contenu très étroit. Alors, dans une conception large, la catégorie des causes objectives comprend l'abrogation de la loi, l'amnistie et la prescription de l'action publique. Alors, on peut ne pas partager cette qualification. Peut-on dire d'un individu qu'il est irresponsable pénalement parce que l'action est prescrite ou parce que l'incrimination est abrogée? Alors, certains considèrent même que l'absence d'homicide involontaire contre un foetus est une cause d'irresponsabilité pénale. L'absence d'incrimination, ou la stricte interprétation stricte de la loi pénale, peut-elle être considérée comme une cause d'irresponsabilité pénale? On peut en douter. Pour être irresponsable, il faut pouvoir être responsable. Alors, à l'inverse, dans une conception étroite, certains auteurs excluent totalement la situation de l'enfance des causes d'irresponsabilité pénale, estimant qu'il n'est pas vraiment question d'irresponsabilité pour les mineurs privés de discernement. Par ailleurs, une partie de la doctrine exclut totalement les faits justificatifs des causes d'irresponsabilité pénale. Donc, si on combine ces deux conceptions, les causes d'irresponsabilité pénale se réduisent à une peau de chagrin. Il ne resterait légalement que l'erreur de droit, la contrainte et le trouble psychique. Alors, cette diversité d'approches des causes d'irresponsabilité s'explique par l'absence de définition même de l'irresponsabilité pénale, ce qui rend évidemment le diagnostic des causes d'irresponsabilité assez délicat. L'autre limite à l'actuelle distinction entre causes objectives et causes subjectives tient au décalage entre la position doctrinale relativement consensuelle sur les effets de la distinction par rapport aux solutions jurisprudentielles. Les intérêts pratiques de la distinction, donc, à l'épreuve de la jurisprudence. Quel régime découle de la distinction? Il est connu, je l'ai déjà indiqué, les faits justificatifs agissent in rem, ils profitent aux complices, et ils sont par ailleurs une cause d'irresponsabilité civile. Les causes de non-imputabilité, elles agissent in personam et ne suppriment pas la responsabilité civile. C'est pas si évident. On va reprendre. S'agissant des effets, des faits justificatifs sur la répression du complice. Principe fait justificatif, donc ça emporte l'irresponsabilité pour le complice. Pour autant, la jurisprudence, elle ne reconnaît pas toujours le bénéfice du fait justificatif au complice. Ainsi, en matière de diffamation, la Cour de cassation a soutenu, à propos du fait justificatif tiré de la bonne foi de l'auteur de l'article diffamatoire, que le fait justificatif personnel
de la bonne foi, dont ont bénéficié le directeur de publication et l'auteur de l'article, et sans effet sur la responsabilité du complice. Les arrêts sont certes assez rares. Alors, on peut néanmoins penser que le complice du vol de documents strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'un salarié ne profite pas de ce fait justificatif, s'agissant du complice. On peut par ailleurs donner l'exemple d'un vol qui est commis par deux co-auteurs, dont l'un seulement agit par nécessité pour nourrir ses enfants, de telle sorte que l'admission de l'état de nécessité peut bénéficier à l'un et pas à l'autre. Donc, l'irresponsabilité pénale du complice ou du co-auteur n'est pas systématique en présence d'un fait justificatif. S'agissant des effets sur la responsabilité civile, là encore, on a l'habitude de lire que les causes de non-imputabilité ne suppriment pas la responsabilité civile de l'agent. Alors, il n'y a pas de discussion pour le jeune enfant ou pour la personne atteinte d'un trouble mental, lesquels doivent réparation du préjudice causé à la victime. En revanche, s'agissant de la contrainte ou de l'erreur de droit, il est permis d'en discuter. La contrainte, elle peut être assimilée à la force majeure du droit civil et supprimer aussi bien la responsabilité pénale que la responsabilité civile, ce qui, incontestablement, et de l'aveu même de certains auteurs, la rapproche des causes objectives d'irresponsabilité. L'erreur de droit. L'erreur de droit, elle dispense également l'agent irresponsable pénalement, de toute obligation de réparation civile. Ce qui ne signifie pas que la victime éventuelle est privée d'indemnisation. Une faute peut éventuellement être relevée à l'encontre de l'administration dont émane l'information erronée et engager ainsi la responsabilité administrative. Donc, admettre l'erreur de droit, c'est reconnaître un effet libératoire à l'autorisation administrative, et certains arrêts ont d'ailleurs qualifié l'erreur de droit de fait justificatif. Alors, ce n'est pas nécessairement mieux lorsqu'on se tourne vers les causes objectives. On l'a dit, normalement, les causes objectives, elles suppriment la responsabilité civile. Alors, il a tout de même fallu attendre 1992, un arrêt, pas le code, un arrêt de 1992, pour en avoir la certitude en matière de légitime défense. De même, oui. Alors, par contre, je vais y arriver. Le fait justificatif de groupe de société supprime bien entraîne bien l'irresponsabilité pénale des dirigeants sociaux, mais en revanche, la jurisprudence indique que cela n'empêche pas la caractérisation de la faute civile permettant de retenir la responsabilité civile des dirigeants sociaux. Donc on dit que c'est un fait justificatif, mais en fait, il ne supprime pas la responsabilité civile. Donc, au regard des limites tant théoriques que pratiques de ces théories existantes, une rethéorisation des causes d'irresponsabilité peut paraître opportune. Alors, proposer une rethéorisation des causes d'irresponsabilité, ça peut paraître un petit peu prétentieux au regard de toutes les théories déjà existantes et un petit peu ambitieux au regard du temps qu'il me reste. Donc, je me contenterai de donner quelques pistes, quelques éléments de réflexion sur cette rethéorisation. Puisque, donc, on l'a vu, les théories actuelles, la distinction cause objective, cause subjective, ne permet pas de vérifier dans le régime, dans la jurisprudence, les conséquences sur la répression pénale du complice et la responsabilité civile de l'agent. Donc il est possible de proposer, d'une part, une conception subjective des faits justificatifs, et d'autre part, d'encourager une réflexion sur les effets des causes d'irresponsabilité pénale sur la responsabilité civile. Donc en premier lieu, la conception subjective des causes d'irresponsabilité. Alors, on le sait, la majorité de la doctrine rattache les faits justificatifs à un fondement objectif. Très succinctement, on peut relever deux théories. Dans une première analyse, les faits justificatifs détruisent l'infraction par la neutralisation de l'élément légal. Pas d'élément légal, pas d'infraction, pas de fait principal punissable, pas de punissabilité du complice. Ça permettrait d'expliquer que le fait justificatif entraîne l'irresponsabilité du complice. Sauf qu'on l'a vu, la jurisprudence retient parfois la responsabilité pénale du complice. Mais ici, dans cette théorie, la notion d'élément légal, elle procède à une confusion entre l'incrimination et l'infraction.
c'est-à-dire entre l'infraction description et l'infraction action. La première renvoie à la description abstraite du législateur, l'incrimination. La seconde à l'acte concret commis par le délinquant, l'infraction. Donc l'élément légal, en réalité, c'est un élément préalable à la caractérisation de l'infraction et il n'appartient pas aux éléments constitutifs de l'infraction, lesquels peuvent être limités donc à l'élément matériel et à l'élément moral. Alors il y a une deuxième analyse, objective également, qui, celle-ci inspirée de la doctrine allemande, considère que l'infraction est constituée d'un élément matériel, d'un élément moral et d'un élément injuste, renvoyant à la violation de l'intérêt socialement protégé par l'incrimination. Donc l'effet justificatif affecte cet élément injuste et empêche une nouvelle fois la caractérisation de l'infraction. Par exemple, l'individu qui en frappe un autre venant l'agresser réalise incontestablement l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction de violence, mais au regard des circonstances, l'attitude de son auteur n'apparaît pas antisociale. Donc en somme, la légitime défense rend le comportement de l'agent conforme à l'intérêt social. L'élément injuste de cette infraction n'est pas caractérisé. Il n'y a pas d'infraction. Alors, cette théorie de l'antijuridicité n'a séduit qu'une petite partie de la doctrine. Elle reste assez majoritairement contestée. D'une part, l'élément injuste semble se confondre avec l'incrimination. Et d'autre part, le régime probatoire des faits justificatifs fait sérieusement douter du bien fondé de l'élément injuste en tant qu'élément constitutif de l'infraction. Sa preuve devrait donc être rapportée par le ministère public. Et puisque la constitution de l'élément injuste résulte de l'absence de faits justificatifs, il reviendrait à l'autorité de poursuite de prouver l'absence de faits justificatifs. Or, on le sait bien, la jurisprudence, elle fait par principe peser la charge d'un fait justificatif, la preuve d'un fait justificatif sur la personne poursuivie. Alors, il est une autre manière de diagnostiquer les faits justificatifs, c'est d'adopter une analyse subjective de ces causes d'irresponsabilité. Alors, cette théorie est relativement récente. Le professeur Patrice Jourdain l'aborde dans sa thèse sur l'imputabilité, soutenue en 1982. Donc, il présente très classiquement les causes objectives et les causes subjectives d'irresponsabilité, mais il relativise cette distinction en considérant que toutes les causes d'irresponsabilité sont nécessairement subjectives. Et en défendant une analyse subjective des faits justificatifs, il propose une distinction entre les causes réelles et les causes personnelles selon le degré de subjectivité. Cette conception subjective des faits justificatifs a été reprise plus récemment, notamment par la thèse du professeur François Rousseau. L'appréciation des faits justificatifs serait en réalité appréciée également dans l'état d'esprit de l'agent, dans sa perception des faits. C'est ce que semble faire la jurisprudence, en tout cas en reconnaissant la légitime défense vraisemblable, c'est-à-dire lorsque celui qui se défend a pu raisonnablement croire, à tort nécessairement, qu'il se trouvait en danger. Les exemples sont nombreux. La chambre criminelle a ainsi justifié un père qui, croyant son fils menacé par un individu armé, a tiré un coup de feu, alors qu'en réalité cette personne ne faisait que jouer avec l'enfant. Et d'autres arrêts le confirment. Donc cette subjectivité des faits justificatifs, elle permet de défendre l'effet in personam de ces faits. Les faits justificatifs supposent presque... on analyserait l'attitude de l'agent, attitude qui pourrait ne pas se retrouver chez les complices ou co-auteurs. Le Code de procédure pénale semble encourager cette conception, puisque l'article 349-1 prévoit que lorsqu'une cause d'irresponsabilité pénale est invoquée comme moyen de défense, peu importe qu'elle soit de nature objective ou subjective, la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions, l'une sur la culpabilité, l'autre sur le bénéfice de la cause d'irresponsabilité. Donc, on peut donc proposer une appréciation subjective des faits justificatifs qui implique que chaque participant à l'infraction doive prouver son propre fait justificatif indépendamment de celle éventuellement retenue au bénéfice de l'auteur. Alors, on résout ainsi la question de la responsabilité pénale du complice.
quelle que soit la cause d'irresponsabilité de l'auteur principal, il n'y aurait pas de transmission automatique au complice. Alors donc il n'y aurait plus véritablement de distinction entre les faits justificatifs et les causes de non-imputabilité, ce qui revient finalement à approuver le législateur de ne pas avoir repris la distinction doctrinale. Et c'est vrai que déjà en 1978, lorsque la question avait été posée à M. Léoté, qui était membre de la commission de révision, on lui avait demandé quel était le sort réservé à la distinction doctrinale fait justificatif, cause de non-imputabilité. Il avait dit tout ça est du pareil au même. Au fond, ce qui compte, c'est le résultat, c'est-à-dire la non-punissabilité. Alors, bon, une telle conception subjective peut être utile sur la répression du complice. En revanche, elle ne paraît guère utile pour déterminer les effets de l'irresponsabilité pénale sur la responsabilité civile. Alors, la question de la responsabilité civile... Très vite. Donc, les codes tant pénal que civil sont muets sur les effets civils des causes d'irresponsabilité pénale. Le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est insuffisant pour l'expliquer. Et en réalité, c'est pas dans le droit pénal et dans la conception objective ou subjective que l'on va retrouver la réponse. En réalité, c'est les principes de droit civil qui s'appliquent. Dans la légitime défense, on peut retenir la faute de la victime, le fait d'un tiers pour l'état de nécessité ou l'erreur de droit, la force majeure pour la contrainte, peuvent être donc utilement invoqués pour conduire à l'irresponsabilité civile. Alors pour autant, la question de la rethéorisation, elle peut être également faite sous l'angle civil, parce que de manière générale, les manuels de droit des obligations écrivent que l'effet justificatif du droit pénal entraîne l'irresponsabilité civile. Donc on a vu que la jurisprudence n'était pas si tranchée. Et de manière plus particulière, l'état de nécessité continue à diviser la doctrine lorsqu'il s'agit de chercher un fondement à la réparation du préjudice de la victime innocente. Alors c'est peut-être l'intérêt justement de l'avant-projet de réforme de la responsabilité civile, lequel propose un article 1257 du Code civil donc, qui prévoirait le fait dommageable ne donne pas lieu à responsabilité pour faute lorsqu'il était prescrit par des dispositions législatives ou réglementaires imposées par l'autorité légitime ou commandées par la nécessité de la légitime défense ou de la sauvegarde d'un intérêt supérieur. La disposition suscite deux remarques. Elle reprend donc les causes d'irresponsabilité des articles 122.4 à 122.7 sans les nommer faits justificatifs. Et par ailleurs, la disposition, elle exclut la responsabilité pour faute, ce qui laisse entière la question de des autres régimes de responsabilité. Donc, en guise de conclusion, on a beaucoup critiqué le législateur en 92 de ne pas avoir repris la distinction fait justificatif, cause de non-imputabilité. On peut se demander si finalement il n'avait pas raison. On attend en tout cas avec curiosité ce que fera le législateur civil des effets des causes d'irresponsabilité pénale. Je vous remercie. Merci beaucoup.